Il va avec la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau débrief, le débrief de la 3e journée de Ligue 1, la réception de Strasbourg au stade Louis II, Monaco qui a renoué avec le succès après sa défaite en deuxième journée contre Lille de 2-0. Monaco donc 1-0 pardon, non le pénalty n'avait pas été marqué et là Monaco s'est imposé par un but d'écart, 3-2, un match, une victoire qui s'est dessinée dans les tout derniers instants avec une réalisation notamment du sauveur Takumi Minamino dans les arrêts de jeu pour redonner l'avantage à l'ASM. Donc 3-2, Monaco s'impose, Monaco est à 6 points, Monaco se replace mine de rien, bon, reste à 3 points du PSG, mais Monaco se replace. On va parler de cette rencontre avec Rome et Alessandro. Salut messieurs. Salut tout le monde. Tout le monde. Comment ça va? On a passé un bon week-end? Bah, écoute, ça va. Tous les sports reprennent petit à petit. Là. Il y a l'US Open, il y a le basket. La F1. Il y a même la coupe du monde de rugby féminin, même si c'est les poules et que c'est pas bien passionnant, mais ça va le devenir dans 2 semaines. Donc non, tout va bien. Le football américain, Damien, reprend ce jeudi soir. Ah, tu m'as vendu du rêve là, cool. Parce que là tu viens de me lâcher la coupe du monde de rugby féminin, c'est les poules, c'est chiant, mais par contre dans 2 semaines ce sera plus les poules. Putain, ça veut dire que ton machin il va durer 300 ans encore. Bah, t'as un match par semaine en rugby, hein. Tu peux pas faire autrement. Hein. Oh là là. C'est un vrai sport, tu peux pas jouer tous les 3 jours. Ouais. D'ailleurs, les cyclistes, c'est un vrai sport, ils peuvent pas faire d'étapes tous les jours. Ah oui, mais il n'y a pas de contact. Hein. C'est pas tout à fait pareil. Ouais. C'est quand même attention, dans l'emballage final, il y a des contacts. Et puis quand tu t'aides un peu, hein, quand tu t'aides un peu, c'est quand même pas pareil aussi. Mais bon, on n'est pas là pour politiquer. En tout cas, ouais, de toute façon, c'est Boris surtout qui est fan. Donc en tout cas, pour parler de cette rencontre, Monaco, la victoire monégasque, on a vu des bonnes choses, on en a vu des moins bonnes, et on va donc parler de notre j'aime et de notre j'aime pas. Alessandro, je te laisse commencer. Allez, pour mon j'aime, moi c'est notre gros début de match, en sachant que Strasbourg a joué jeudi soir au Danemark. Donc il fallait effectivement faire un gros pressing d'entrée, les prendre à la gorge. Hein. Et c'est ce qu'on a fait dès le début. Hein. Dès les premières minutes, on a eu une occasion signée leur jeu. Et en fait, c'est grâce à ce gros pressing et surtout ce pressing coordonné qu'on arrive à ouvrir le score avec Balogun qui pousse Penders, le gardien strasbourgeois, à la faute. Et Akliouche qui suit bien. Donc moi, mon j'aime, c'est effectivement notre gros début de match, notre premier gros quart d'heure pour pousser les Strasbourgeois à la faute. Rome, du coup? Ah, non, parce que d'habitude, on fait j'aime pas, mais... Ouais, on va improviser. On va improviser. Je te force à lâcher les tiens. De toute façon, ça ne change rien. Non, par contre, il n'y a que chez moi que la caméra d'Alessandro est figée ou... Non, chez moi, ça a l'air de fonctionner. Ok, non, mais alors, c'est que chez moi, c'est pas grave, vu que c'est pas moi qui host. Ouais, donc moi de mon côté, mon j'aime, c'est la compo, le retour, enfin plutôt voilà, 2 attaquants. Moi, c'est ce que je veux, vu notre effectif, je l'appelle de mes voeux. Et ça a plutôt bien fonctionné parce que j'avais un peu peur que du coup, comme ça fonctionne pas, on ne le revoit pas avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça a plutôt bien marché, donc j'espère que ça va être renouvelé assez rapidement. Et puis, d'une manière un peu plus globale, j'ai aimé quand même le match pendant 70 minutes. Je trouve que Monaco a globalement été en contrôle de ce match. Évidemment, on a concédé quelques occasions, mais globalement, Monaco était supérieur. Et puis, après, ça sera dans mon j'aime pas, du coup, je vais enchaîner tout de suite. Mon j'aime pas, c'est qu'on a encore réussi à se mettre dans une situation compliquée en quelques minutes, dans un match où on aurait dû tuer le match. On a eu quand même beaucoup de situations pour passer à 3-0. Et en l'espace de quelques minutes, on s'est retrouvé à 2 partout. Et ça va également avec un autre point, c'est que ça serait bien qu'ils fassent ces changements un petit peu plus tôt à 18h, même quand tu mènes 2-0 et que tout se passe bien, malgré tout, tu peux te rendre compte que Golovin n'est pas en train de faire un grand match, que même Biret aurait certainement pu être remplacé. Il ne faut pas hésiter à changer 2-3 trucs, à prendre les devants plutôt que attendre d'être dans vraiment une situation compliquée pour
pour faire ces mêmes changements. Alors j'ai bien conscience que faire des changements derrière, c'est un peu plus compliqué et qu'on n'a pas non plus un banc XXL. Mais Minamino et Ilenikena, c'est quand même deux joueurs que tu peux faire rentrer, surtout au vu des prestations des deux joueurs que j'ai cités précédemment. Donc ouais, voilà, c'est quand même un petit peu chiant, là, ce côté je change jamais rien. Toi, ton j'aime pas, Alessandro? Et il rejoint un peu celui à Drôme, en fait, c'est surtout notre manque de physique là sur la fin de match, notamment dans le dernier quart d'heure où en fait tu te demandais quelle équipe avait joué jeudi soir, si c'était Strasbourg ou si c'était nous. Tu voyais que Golovin, il avait plus une once de lucidité à la fin. Thésée, bah, c'était des boulevards sur son côté parce que bah, en fait il allait presser mais il avait plus les cannes pour revenir. Donc je sais pas, c'est pas normal en fait que ce soit l'équipe strasbourgeoise qui est mieux fini que nous, alors qu'ils avaient joué jeudi soir à 21h au Danemark. Après on a peut-être changé nous quelque chose dans la préparation parce qu'on avait l'habitude les deux dernières saisons sous Hutter de justement bien commencer, d'être au top physiquement et d'avoir un creux après. Est-ce que là quelque chose a été changé dans la préparation physique pour justement éviter ce creux un peu plus tard et être moins prêt au tout départ? La suite nous le dira. Mais ouais, c'est notre manque de physique à la fin. J'allais dire, ça serait dommage de mal commencer une saison, c'est sûr. Non, par contre, pour moi, le creux, avant d'enchaîner, pour moi, le creux qu'on a dans les saisons, il n'est pas physique, il est tactique surtout. Enfin, c'est quand on sent que les adversaires trouvent des solutions, des parades, et que là, on a du mal à se renouveler. Pour moi, il est plus là où on perd des points à l'automne, on va dire. Et quand on n'a pas Zakaria. Aussi, par exemple. Même si là, bon, on va y revenir, il n'a pas encore fait une grande prestation. Non. Mais bon, en tout cas, ouais, c'est plus aussi d'autres considérations, je trouve, que les considérations physiques. Mais par contre, je te rejoins effectivement sur ce début de saison. On a l'impression qu'on est assez vite cuitos. Alors, mon j'aime, c'est la très jolie performance de Folarin Balogun, donc qui a marqué en plus, qui est décisif aussi sur le premier but, puisque c'est son pressing qui permet de marquer pour Akliouche. On va évidemment en reparler. Donc voilà, une très bonne nouvelle, et on espère enfin que ce soit sa troisième saison soit la bonne, qu'ils soient enfin en mesure de répondre aux attentes et aux investissements. Et le j'aime pas, c'est forcément la blessure de Lukas Radecki, qui, alors, selon Adrien, ça reste à confirmer quand même, ce serait au moment d'un duel à la 48e minute, quand il sort au devant de Paez, le Strasbourgeois, et qu'il contre le ballon du pied, donc c'est au moment où il tend la jambe qu'il se serait fait mal au genou. Mais ça reste à confirmer. Je sais pas ce que vous en pensez, si moi j'ai vu des gens qui étaient au stade et qui ont effectivement tweeté qu'ils se tenaient déjà le genou après cette action-là, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il sort 20 minutes après, quoi. Voilà, effectivement. Donc même une demi-heure. Mon j'aime pas, c'est effectivement la blessure. Donc cette action-là, on est à la 48e minute. Et c'est vrai qu'en fait, il sort à la 79e parce que après une longue consultation au niveau du staff et après avoir concédé 2 buts, et effectivement, il se plaint du genou gauche. Alors d'après Nice Matin, il souffrirait d'une entorse au genou. Donc autant le penalty, blessé, pas blessé, mais le premier, c'est vrai qu'on en parlait un peu avant. Oui. Peut-être que s'il n'est pas gêné à son genou, il y a peut-être un peu plus de jump. Aller, même si la demi-volée est très belle, oui, elle est quand même prenable. C'est l'impression que ça donne, effectivement, qu'il peut mieux se détendre, mais comme tu dis, si c'est le genou gauche et qu'il est effectivement en appui sur cette jambe-là pour pouvoir se donner l'impulsion et essayer de plonger, on peut comprendre du coup qu'on ait cette impression qu'il y a la possibilité de faire mieux et qu'il n'ait pas eu justement ce qu'il fallait pour pouvoir aller la chercher. Donc c'est dans ce cas-là, du coup, encore une fois, une possible question de gestion qui interroge. Alors, on pourra peut-être en reparler un petit peu. Il ne l'a pas dit aussi. Hein ? Ouais. Qu'il ne l'a pas dit. C'est-à-dire, si lui-même dit non, tout va bien, Hutter, il va. Tu vois, autant j'ai un peu gueulé parce que je trouve qu'il a été un peu tardif dans les changements, autant ton gardien, s'il dit que tout va bien, tu vas pas dire non, moi je te dis que tu vas pas bien. Tu vois, les mecs, ils n'ont pas des capteurs non plus de partout pour après, dire si son genou va bien. Donc, Après, le truc, c'est que dans la mesure où, entre la 48e et ce moment-là, il n'y a pas d'action pour Strasbourg,
En plus. il n'a pas eu l'occasion de vraiment tester. de se tester, voilà, de savoir si c'est vraiment le cas ou s'il y a vraiment quelque chose qui va l'empêcher d'y aller. Et d'ailleurs, derrière, il y a le penalty et tout de suite, il en prend un deuxième. Mais là, comme tu disais, c'est pas la même jambe qui est sollicitée, donc a priori non. Mais par contre, quand il se relève, il se rend compte que là, ça va plus trop. Mais je suis d'accord, sur cette question de la gestion, Hutter en a aussi parlé après la rencontre. Et c'est vrai qu'il s'était même un petit peu agacé en disant mais pourquoi cette question, enfin arrêtez avec cette question, parce que il avait l'impression d'être un peu mis sur le banc des accusés par rapport à ça, alors que effectivement il disait vous avez vu que j'ai discuté avec le joueur quand même, donc je lui ai demandé si ça allait, comme tu dis Rome, le joueur lui a confirmé que ça allait. Après il a dit c'est à moi de juger s'il peut continuer ou pas, et quand je sens que c'est pas le cas, dans ce cas-là je fais le changement. Mais c'est vrai que comme je dis, il a, à part 2 dégagements qu'il a dû faire avec son pied droit, même s'il y a le pied d'appui sur la gauche. Tu peux te tester tout seul dans ta surface. Hein. En plus, les gardiens, c'est pas comme si ils ont le temps de faire des petits mouvements, des sauts pour voir. Ouais. Non, c'est pas, c'est étonnant. Ou alors peut-être qu'il l'a aggravé au moment du penalty. Ouais, je sais pas. Peut-être ça aussi, mais bon. Parce qu'en plus, on le voit, hein, tu parles de petits sauts, tu vois, quand il y a le penalty, il fait quelques petits sauts justement, donc avant de plonger sur sa droite. Donc bon, je sais, voilà. En tout cas, c'est mon j'aime pas. On a déjà abordé un point du coup avant même d'aborder le reste. On reviendra pas forcément dessus du coup. La composition, alors ça du coup ça rejoint toi Rome, un de tes j'aime, le 4-4-2. À noter quand même que c'était aussi le troisième système différent utilisé en 3 matchs. Est-ce qu'on peut dire que Hutter est aussi en train de se chercher tactiquement? Je sais pas, je pense que Lille, c'est un match un peu à mettre à part, parce que c'est quand même un des gros de ce championnat, donc je ne suis pas convaincu qu'on le reverra beaucoup, ce système 4-3-3. Peut-être que ça sera un peu plus le cas avec Pogba, d'un autre côté. Mais bon, Pogba, attendons, c'est encore loin d'être fait. Mais sinon, ouais, sur la compo, moi j'étais content. Voilà. Maintenant, on sait qu'on a perdu Singo. Bon, là maintenant, on le sait, au moment où on enregistre, on a perdu Mbolo. Vanderson blessé. Ça vient de tomber. C'était la meilleure compo. La meilleure compo. Caliente. La meilleure compo possible et la meilleure disposition, surtout avec les joueurs présents. Et voilà. Et encore une fois, le départ de Singo et la mise à l'écart de Mbolo. Voilà. Pour moi, très bonne compo. Oui, en fait, c'est vrai qu'on voit quand même plusieurs systèmes, mais au final, le choix des hommes varie assez peu hein, depuis le début de la saison. C'est le même milieu de terrain, c'est la même défense. Et là, le seul changement, voilà, c'est ça, le seul changement. Pareil, entre Lille et Le Havre, il n'y avait eu qu'un seul changement dans le 11 de départ. C'est encore une fois, c'était juste le système qui variait. Et là, pareil, à nouveau, un seul changement à nouveau. Donc, tu le dis, Minamino qui est remplacé par Balogun, du coup, par Biarritz, pardon. Entre le Havre et Lille, le changement. C'est Balogun le 4-2-3-1, ouais, c'est ça, voilà. Balogun commence à Lille. C'est ça, ouais. Et là, c'était Biarritz qui était titulaire, avec un 4-2-3-1. C'est ça. Sachant que Minamino sortait pas de grandes performances non plus contre le Havre et Lille, donc c'était logique que ce soit lui entre Akiush Golovin qui saute quoi, si on passait en 4-4-2. De toute façon, c'est quand même le numéro 3. Ouais. Pour moi, en tout cas, même si là, hier, ça a été le sauveur. Alors, j'en profite, hein, évidemment, puisqu'on parlait d'Embolo, on parlait de Singo, etc. On va pas parler vraiment de Mercato ce soir, on va se concentrer plus sur le match. Après, on abordera peut-être un peu plus le calendrier de la Ligue des Champions. Ça permettra aussi de donner vos avis dessus, à vous deux, puisque moi, j'ai fait l'émission avec Patrice déjà dans la semaine dernière sur ça. Donc, voilà, je ne vais pas forcément moins en parler de mon côté, mais on pourra quand même discuter aussi du calendrier à la fin de l'émission. Le Mercato, évidemment, ce fera l'objet d'une émission dédiée qu'on sortira en cours de semaine. Voilà. Une semaine, on peut dire, allez. Voilà. Alors du coup, composition, donc pas beaucoup de surprises donc finalement. Et ce match, du coup tu le disais Alessandro, c'était ton j'aime, c'est une entame, Monaco démarre tambour battant. Oui, parce que tu as une première occasion dès la première minute avec un Balogun hors jeu qui était lancé par Biarritz, et puis après c'est un bon pressing avec Golovin et Biarritz plutôt de notre côté gauche.
les Strasbourgeois du coup vont jusqu'à leur gardien, et puis leur gardien en fait Balogun anticipe bien, ferme la passe vers son axe droit, et du coup Penders en fait il foire complètement son contrôle, et Balogun met juste la pression qu'il faut pour pas faire faute, mais récupérer le ballon, et avec Liouche en fait la chance qu'on a c'est qu'Akliouche est assez haut sur le terrain à ce moment-là, et il a juste à pousser le ballon au fond quoi. Donc en fait même la première demi-heure hein, on a reculé un peu après le but qui arrive au bout de 6 minutes. Mais on n'a jamais été trop en danger au départ en tout cas. Hein. La première grosse situation c'était le corner où ils arrivent à trouver Morera en retrait et puis Radicki s'y reprend 2 fois. Ouais. Mais sinon, ils avaient le ballon mais ils n'étaient pas plus dangereux que ça. Hein. Et nous on avait des comptes par contre, on a eu des situations de compte notamment avec Balogun qui a réussi à garder les ballons de haut jeu. Il y a un ballon là de Thésée en profondeur où il se joue du défenseur et il n'arrive pas à la caler à Biarritz et Zakaria qui sont à la surface, ça arrive directement dans les bras de Penders. Mais non, on a fait une grosse première demi-heure là. Après, on est obligé de reculer. Hein. Tu peux pas être comme ça pendant 45 minutes, c'est impossible. Sinon, t'es explosé en vol. Hein. Après, il y a une situation aussi hein, avant le but, à la 4e, avec un centre de Zakaria, où pareil, Balogun la dévie. Donc, il y a quand même des situations chaudes, même avant le but. Mais voilà, en fait, c'est quand même un début de match à sens unique. Et comme tu dis, Strasbourg met quand même beaucoup de temps finalement à se procurer une vraie situation. Entre-temps, voilà, Balogun, tu dis, il fait beaucoup de mal à Augsberg par la suite. Et il faut attendre 23e minute pour voir la première vraie situation pour Strasbourg. On a une chaleur quand même à la demi-heure, Rome, avec notamment un but refusé pour hors-jeu pour les Strasbourgeois. Ouais, hors-jeu qui n'était pas évident, hein, se mentir, quand on voit les ralentis. Ça en a beaucoup parlé sur les réseaux, ça a beaucoup chouiné, hein, évidemment, sur la comparaison entre notre hors-jeu et le leur, il est vrai, les deux se ressemblent énormément. Après, c'est toujours pareil, c'est cette problème de ligne que moi-même, hein, je trouve assez aberrante. Maintenant, c'est le choix qu'ils ont fait, il faut l'accepter. Et surtout, moi, en fait, à partir du moment où tu as une décision de terrain qui signale le hors-jeu et que les images ne te montrent pas clairement qu'il n'est pas hors-jeu, et même si on peut toujours ergoter dessus, oui, il est potentiellement, en tout cas, il est légèrement hors-jeu. Décision de terrain, il y a hors-jeu. Nous, décision de terrain, il n'y avait pas hors-jeu. Même sans ligne, dans aucun des cas, tu peux prouver le contraire. Donc, pour moi, la décision de terrain doit être prise. Enfin, doit être utilisée plutôt. Donc, c'est logique que le but soit refusé. Mais par contre, c'est clair qu'on s'est fait peur sur ce coup-là. La défense est complètement passive et le mec se retrouve, je ne sais plus qui marque de la tête, Panicelli, ça Panicelli, ouais. C'est ça. Qui marque de la tête à bout portant. Clairement, Radicki, il se fait fusiller. Donc ouais, tu le disais Alessandro, le début de match a été très bon, mais pour moi le début de match ça ressemble beaucoup à celui de Lille en fait. Hein. On presse très haut, on les emmerde, on les fait déjouer dans leur relance. La différence c'est que là, Akliouche l'a mis au fond. Alors elle était plus facile que celle contre Lille, mais et j'avais un peu peur de ça par rapport à Balogun. Je pense que c'est pour ça qu'il aime beaucoup Minamino. C'est qu'on sait Minamino, avec tous ses défauts, il a une énorme qualité, c'est que lui pour le coup il a un gros coffre et 90 minutes il peut les faire sans problème à fond. Et j'avais un peu peur que Balogun soit un peu moins utile dans ce pressing-là. Et au final, non, il a excellemment bien fait le boulot. Il a beaucoup pressé. Donc ça rejoint aussi ton top sur Balogun, c'est que voilà, il a aussi fait, je pense, des choses que Hutter attend. Et c'est pour ça que souvent il préférait mettre un Minamino qui, pour le coup, c'est vrai, sur ça est plutôt intéressant. Donc ouais. 20 bonnes premières minutes et après ça a été un peu plus compliqué pendant un quart d'heure on va dire. Et je trouve qu'on a de nouveau bien fini cette première mi-temps. On a de nouveau un peu remis le pied sur le ballon, mais voilà, je crois qu'il y a eu encore une ou deux situations en fin de mi-temps, j'ai plus tout exactement en tête, maintenant c'était il y a plus d'une journée, donc toi tu l'as revu cet après-midi, donc t'as peut-être un peu mieux ça en mémoire. Non, effectivement. Ouais, il y en a une, et Balogun à nouveau justement. Quand il part, il a frappe. Ouais, frappe croisée. Et c'est pareil, comme tu parlais de son utilité dans le jeu, c'est une situation qui part encore de lui, parce que c'est lui qui fait une passe dos au but, une remise dos au but dans le rond central, et derrière il est lancé en profondeur. Donc ouais, et on sent que voilà, il a vraiment fait beaucoup de mal à cette arrière-garde strasbourgeoise.
Et il sera récompensé, mine de rien, de tous ses efforts, Alessandro, dès le retour des vestiaires, avec le but du break qui trouve sa source justement dans cet arrêt de Radetzky dont on a parlé en début de match, qui va probablement, très certainement, occasionner sa blessure au genou en même temps. Ouais, en fait, ça fait du bien de voir un gardien qui est décisif de notre côté. Ça fait longtemps, parce qu'en fait, là, ce qui est important, c'est effectivement Bakwar, il va trouver Paez, parce que Bakwar est rentré à la mi-temps, du coup, côté strasbourgeois, et on a senti une réelle différence. Il arrive à trouver Paez qui est vraiment tout seul, qui veut crocheter Radecki. Radecki, effectivement, laisse traîner la jambe. Et après, il y a moins de 20 secondes entre le moment où Radecki sort son pied et au moment où ça part en compte. Alors, c'est Caillot qui dégage. Lamine Camara qui récupère à peu près au milieu de terrain et qui lance pile poil comme il faut Balogun. Alors moi je le pense hors jeu en live. Au final non. Ça je vois rien. Et Balogun il va finir avec un petit ballon piqué sur Penders. Il a mis un peu le même style de but à Rennes l'année dernière du pied gauche. Où pareil il était parti avec une belle passe de Ben Seghir, où il avait pris de vitesse son défenseur. Il conclut superbement bien cette action et ce beau compte quoi. Est-ce que j'ai mis le départ de Ben Seghir dans mon j'aime pas? J'ai oublié de faire ça, voilà. Non. Ouais, bah c'est pour la Gazette. Non, mais... Ouais, c'est fait. Voilà. Je suis triste. En tout cas... Pas moi. Moi non plus. Vous n'avez pas de cœur. Mais alors, on parlait de cette action, de cette grosse situation strasbourgeoise qui ensuite est repoussée. Cette action, elle est initiée par un joueur qui a fait des différences quand même dans cette seconde période. C'est Dylan Bakwa, donc qui est rentré à la mi-temps. Et c'est vrai que lui, on va le retrouver par la suite, justement, notamment sur la réduction de l'écart. C'est lui qui va quand même marquer le but du 2-1 et qui va ensuite obtenir le penalty quand même. Un joueur qui nous a fait mal, quoi. Il met une belle frappe, mais en fait tu la sens venir. L'action elle est longue. Tu sens que ça part notre côté droit de défense, donc côté Thésée qui est plus là. C'est Zakaria qui vient, mais il est trop long, je crois. Donc ça va être le maréchal le Strasbourgeois passé par chez nous qui a tout le temps de centrer. Et puis Bakayou est venu fermer sur l'attaquant strasbourgeois, mais du coup Bakwa est tout seul. Et en fait il a le temps, et puis un joueur il a de la qualité Bakwa, donc il a le temps de l'armer. Et puis Radecki, est-ce qu'il est gêné par sa blessure 20 minutes avant peut-être? Parce qu'effectivement il a pas. Elle est belle, mais je pense qu'il peut mieux faire en tout cas. Ouais. Sur celui-ci. Ouais, c'est l'impression que ça donne, ce qu'on disait au début. Alors c'est marrant parce que moi j'ai regardé le match dans l'après-midi, comme je vous disais tout à l'heure avant qu'on commence, parce que je bossais à côté. Mais au moment où je bossais, quand même, je regardais d'un œil et je disais donc aux autres qui étaient autour de moi, je disais ouais, ça, voilà, on prend un premier but, 73e minute, c'est parfait, il reste 20 minutes, c'est le temps qu'il faut pour se chier pour en prendre un deuxième. Voilà, je m'étais pas trompé, c'est arrivé 2 minutes plus tard. Ça n'a pas mis longtemps. Voilà, ça n'a pas mis longtemps. Ça s'est vérifié. Pourquoi est-ce aussi prévisible? Pourquoi? Peut-être que parce qu'on subit ça depuis tellement d'années qu'on commence même limite à être habitué. T'as plus de l'énervement, c'est de la résignation. Quand ils mettent le 2-2, tu dis bon, au final, voilà. Limite t'es content que ça arrive maintenant et qu'il te reste encore 20 minutes derrière, parce que ça aurait pu arriver à la 89e, c'était probable aussi. Ce qui validait en plus mon prono. NTT, c'est vrai. Ouais, le pile. Et non, pas de pile. Et ouais, ce deuxième but, c'est un penalty sévère. Hein. Voilà. Oui, il n'y a pas grand-chose. Il est touché. Il est pas. Mais encore une fois, moi, c'est pareil. Alors, pour le coup, là, ça a juste été checké et ils n'ont pas demandé à l'arbitre d'aller vérifier, mais je l'accepte parce que c'est pareil. Il n'y a pas d'image qui te montre clairement qu'il y a une simulation comme hier le Lyonnais. Là, où là, en fait, tu te rends compte que, oui, la Pépère, clairement, tu t'es jeté. Donc là, il n'y a rien à dire. Là, malgré tout, il y a un contact. Il l'amplifie, on va dire, allègrement. Après, le contact a plutôt l'air d'être cuisse. Au début, moi, je regardais plutôt en bas. En fait, c'est plutôt au niveau de la cuisse. C'est sévère, mais admettons, ça peut se siffler. Donc, ouais, mais tu te retrouves à 2-2 et c'était mon même pas. C'est que tu avais cette sensation à 2-0, les grosses occasions qui ont suivi derrière, avec Golovin certainement trop altruiste. On a eu d'autres situations assez intéressantes parce que les Strasbourgeois, du coup, se
se découvraient un petit peu et on arrivait à les prendre vraiment dans des situations de surnombre ou à minima d'équilibre numérique, mais on n'a pas réussi à faire ce 3-0 et voilà, et tu te retrouves à 2-2, tu perds ton gardien. Ouais. Tu te dis vivement la fin de saison. Hein. Voilà, déjà la fin de match te pousse pas à l'optimisme. Et tu parles de ces opportunités justement, et c'est ce que dit Hutter, c'est je peux pas être satisfait, on ne peut pas être satisfait de mener 2-0, d'avoir la possibilité de mener 3 ou 4-0 et d'être repris et égalisé à 2-2. Personne ne peut se satisfaire de ça. Dans les occasions dont on parle, donc il y a celui de la 52e minute où on a Thésée qui adresse un ballon absolument parfait à Golovin. Golovin fait preuve d'altruisme, sauf que du coup il donne le ballon alors qu'il aurait très bien pu y aller en solo et individuellement et tenter sa chance face au but. Il n'y avait que lui et le gardien. C'était un duel. Il préfère remettre à Birette, qui est hors jeu. Alors bon, ça se joue à pas grand-chose, mais bon, là, pour le coup, par rapport entre celui de Moreira et celui de... Oui, t'as moins le doute. Voilà, et celui de Balogun, pour le coup, c'est celui qui est le plus évident. Voilà. Et au final, c'est un but refusé. Et quelques minutes après, on a également un autre hors-jeu, cette fois de Balogun. Pareil, alors c'est encore Golovin qui remet. Là, pour le coup, la bonne passe au départ, c'est une passe de Caillot. Mais là, bon, il n'y a pas de but en tout cas. Et Balogun qui échoue 2 fois sur Penders, qui repousse. Donc voilà, c'est effectivement des grosses situations qu'on a et qu'on n'a pas réussi à maximiser à ce moment-là. Et donc après derrière la punition elle vient. Alors tu disais on perd en plus notre gardien, alors ça c'est la cerise sur le gâteau. L'entrée de Philippe Keun qui forcément n'a pas de quoi nous rassurer. On peut quand même dire ça peut être aussi, je crois que c'est un de tes j'aime, Alessandro, quand même, l'entrée de Philippe Keun aussi quand même qui finalement est un top. En fait, ouais, moi j'ai envie de le mettre en top parce qu'on le sent, j'ai l'impression qu'on le sent plus serein que quand il est arrivé. J'ai l'impression qu'il a moins de pression sur les épaules, il a accepté d'être numéro 2, d'être un peu le soldat pour l'équipe. Et en fait, tu le vois quand il rentre, il a le smile, il est content de rentrer. C'est pas le sourire de merde, fait chier, faut que je rentre. Parce qu'il rentre, c'est pas facile, hein. Tu rentres à 2-2, la dynamique de match elle a complètement tourné. Ouais. Et en plus, à la 86e, il sort un bel arrêt. Bon, heureusement qu'il y a Caillou qui suit derrière, mais il sort un bel arrêt à la 86e. Sachant que Keun il a fait une bonne prépa dans l'ensemble, hein. Il sort un bel arrêt à l'Ajax. Là il va jouer plusieurs semaines. Alors je sais pas s'il prendra la place à terme de Radecki, mais franchement je suis content que ce soit lui notre numéro 2. Quand je vois notre ami Mayeki à Brest encore vendredi soir, je me dis qu'on a gardé le bon des deux quand même. Non mais ouais, donc un top pour Keun en espérant que ça se poursuive. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur pour Majewski. Mais sachant que le troisième part d'un 6 mètres, alors ça veut pas dire grand chose. Parce qu'en fait, Keun s'est fait aussi huer par le public du Louis II, vu que ça jouait court à la 92e et que ça menait à rien au bout de 3-4 fois, il s'est peut-être dit je vais allonger. Et il a allongé sur Inikena, et puis après ça amène le 3e but, quoi. Ouais, tu parlais en tout cas de cette situation, 87e, il fait un vrai bel arrêt pour le coup. On va en reparler, enfin, ce genre de situation encore, enfin. Je trouve que les Strasbourgeois, ils ont vraiment beaucoup joué entre deux, avec un appel en profondeur d'un attaquant à chaque fois, entre deux défenseurs. Il y avait beaucoup ce phénomène un peu d'aspiration où nos défenseurs se faisaient prendre, et parmi lesquels j'ai trouvé d'ailleurs souvent coupables dans ce genre de cas. Et je sais pas, ça me surprend beaucoup qu'un défenseur de cette expérience-là n'ait pas été en mesure de mieux voir, de mieux lire les situations, quoi. Il est pas quelques coups, hein. Il contre une belle frappe au moment où ils sont déjà à 2-2. Mais oui, au moment du gros arrêt de Radecki, c'est quand même plutôt de son côté. Mais comme tu le dis, ouais, c'était des passes un peu entre deux lignes, le décalage. Et ouais, tu as l'impression qu'on est placé, mais qu'on laisse des gros espaces. En fait, c'est surtout qu'on est un petit peu trop passif, on est un petit peu trop arrêté. Ce qui fait que tu as des mecs qui arrivent lancés et qui prennent les espaces. Donc la première fois, il avait réussi à revenir et à dévier sa frappe en corner.
Là, ce coup-ci, c'est Keun qui fait l'arrêt. Il la repousse dans l'axe, hein. Comme tu disais, hein, s'il n'y a pas Caillot, c'est but, hein, dans le but vide, et on n'aurait pas dit que c'était un bel arrêt. Donc, faut quand même à prendre avec des petites pincettes, malgré tout. Ouais. Mais malgré tout, d'ailleurs, tu en parles, il s'est procuré une énorme occasion. Hein, peut-être une nouvelle fois sur corner. Je pense qu'il va nous en mettre quelques-uns cette année, des buts de la tête sans Camara, parce que pour le coup, on a quand même 3 bons tireurs entre Camara, Caillot, Golovin. Et lui, visiblement, a l'air d'avoir des bonnes qualités sur ça. Elle est repoussée quasiment sur la ligne. Alors, est-ce que le gardien aurait été dessus derrière? Difficile à dire. Mais voilà, on s'était procuré quand même, nous aussi, une très grosse situation à ce moment-là. Ouais, et tu. Acculé, quoi. Et on a un spécialiste dans le staff pour travailler les coups de pied arrêtés, justement. Ce que j'ai bien aimé, d'ailleurs, sur ces coups de pied arrêtés, en tout cas sur les corners, c'est qu'on les a joués rentrants. Voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît. Je déteste les corners sortants. Donc c'est une très bonne chose qu'on les joue rentrants. D'ailleurs, il y en a un qui est pas loin de faire mouche avec Camara bien placé premier poteau là, Biret est pas loin de le reprendre, mais il est pas loin de surprendre Penders aussi. Donc voilà, ça ils ont globalement été tirés dans les bonnes zones. Je trouve que de toute façon quand c'est rentrant, c'est quand même toujours mieux. Et donc le troisième but, Alessandro, tu en parlais. On a souligné. Alors on a un peu critiqué Adi Hutter pour son coaching, en tout cas un peu tardif tout ça. Mais il a au moins fait rentrer les bons hommes. Il aurait pu faire rentrer Ouattara et on aurait pu prendre un troisième, tu vois, par exemple. Comme à Lille, voilà, histoire d'être sûr qu'il fallait pas le remettre. Voilà, je fais pas du tout référence à quelque chose qui a pu se passer la semaine dernière, par exemple, hein, pas du tout. Mais voilà, il fait rentrer les bons hommes et on les retrouve, 2 d'entre eux sont impliqués, donc Ileni Kena et Minamino, sur ce troisième but. Mais entre les deux aussi, on a quand même un petit coup de génie de Marnès à Cluj. Bah ouais, en fait, c'est un long dégagement, comme je disais tout à l'heure. Enfin, un 6 mètres de Keun, Ikena qui va au duel, Minamino qui récupère, et en fait, Minamino l'a glissé à Ikena. Sauf qu'Ikena, il nous fait un contrôle américain. Donc, en fait, son contrôle est tellement long que ça fait sortir je crois que c'est Bakoa qui était revenu défendre. Ça fait sortir Bakoa. Ça fait sortir Bakoa. Donc, Ikena arrive à lui mettre entre les jambes. Et en fait, on se dit tous, hein, je pense 99% des personnes se dit il va frapper. En fait, le seul qui se dit pas ça, c'est Akliouche qui effectivement va trouver un ballon au second poteau. Puis au-delà de trouver le ballon au second poteau, il lui dépose. Alors Minamino, faut qu'il mette quand même la tête. Hein, elle est pas à 1 mètre de la ligne. Elle est facile normalement à mettre pour des joueurs de ce calibre-là. Mais en fait, il a le coup de génie de voir au deuxième poteau au lieu de frapper, parce que il y en a. Ouais, je pense qu'il y a 89% des joueurs pros qui frappent en disant je peux être le héros du match. Ouais. Et lui, il a l'intelligence d'aller chercher un ballon au deuxième poteau. Et en fait, quand vous regardez, enfin ceux qui regarderont le but en détail, Ligue 1 Plus a très bien fait remarquer hier. Penders aussi, il a anticipé la frappe. Et en fait, quand Akliouche déclenche le centre, Penders il a un genou à terre. Et c'est peut-être ce petit moment de latence qui lui manque à la fin pour sortir le ballon de Minamino. Et non, ouais, en fait, donc effectivement, ton j'aime pas, c'est Ben Seguir qui s'en va, mais notre j'aime, c'est Akliouche qui reste. Ouais. Le j'aime, ça aurait été que les deux restent après. Mais... Il reste 1h30. Hein. On n'est pas à la d'une tuile. Non, c'est fini. Il est fermé à 20h. Ouais. C'est pas grave. Il est fermé à 20h. C'est pour ça qu'on est tranquille. Non, mais on enregistre à 18h30, t'inquiète, c'est bon. Oui, c'est vrai. On peut dire ça aussi, ouais, c'est vrai. Une belle semaine pour Akliouche, du coup. Entre sa sélection en équipe de France et là le but et puis la passe D, c'est une vraie passe D pour le coup. D'ailleurs, ça me fait penser, il faudra faire un petit débat sur la tenue d'Akliouche à l'arrivée à Clairefontaine. Je pense qu'on va laisser ça avec notre spécialiste mode Adrien, spécialiste Birkenstock. Pierre, pourquoi pas, qui nous a quand même habitués à des tenues assez fleuries par le passé. C'est vrai. Voilà. Et pourquoi pas Boris, quand même, qui à une époque fut un temps lisait JQ pour prendre ses conseils mode dessus. Ouais, ça lâche les dos. Voilà. Bon, en tout cas, c'est vrai que sur le centre, je trouve que c'est tellement parfait de ce que fait Akliouche, parce qu'en termes de temporisation, en termes de timing, enfin, il y a je trouve que dans cette passe-là, il y a quelque chose de l'ordre comme si le temps s'arrête, ou en tout cas s'écoule plus lentement,
parce que le timing, la trajectoire de la retombée du ballon, on a l'impression qu'elle se fait presque au ralenti pour arriver au moment parfait sur Minamino. Enfin, je trouve ça, je le trouve incroyable ce centre, ce geste de la part d'Akluj. Donc c'est un beau but, un très beau but, notamment par cette dernière passe et la tête plongeante de Minamino aussi, elle est pas dégueu quand même, mine de rien. Ça serait arrivé sur dos, peut-être qu'elle serait passée au-dessus, quoi. En tout cas, On l'a raté celle-là quand même. Ouais, mais tu vois, il y a un joueur qui va signer à Rennes, je suis pas sûr qu'il a calé l'année dernière. Une petite officialisation, Meissam Benama qui rejoint le FC Annecy. Voilà. C'est pour la Bretagne, pourtant. Ouais. C'est super ça. Voilà. C'est ma faute, disons. Eh ben écoute, je rajoute mon j'aime pas, je suis triste. Non, je sais pas ce que ça. C'est vrai que c'est un milieu qui avait certaines qualités assez différentes des milieux qu'on cherche aujourd'hui dans les profils. Donc c'est peut-être aussi une des raisons qui fait qu'il a peut-être pas réussi à avoir sa chance. C'est peut-être d'autres raisons aussi. Donc voilà. On verra ce que ça donnera pour la suite pour lui. On va du coup maintenant aborder les top flops de cette rencontre. Dans les tops, on en a déjà pas mal parlé, mais on ne pouvait pas passer, c'était mon j'aime, on ne pouvait pas passer à côté de la performance de Balogun qui a été très bon, qui a été vraiment très bon, messieurs. Ouais, bon, on l'a dit, hein, il est clé sur le premier but et de manière plus générale, il a fait le travail de pressing pendant pas l'intégralité du match, mais il l'a quand même fait longtemps et souvent. Il est buteur. Alors on l'a dit aussi, il a une occasion, il était hors jeu, mais malgré tout, c'est toujours agréable de mettre la balle au fond, même si derrière ça aurait été invalidé. Donc il avait cette occasion-là, mais ouais, c'est un vrai bon match. Maintenant, voilà, c'est ce qu'on a dit. On attend, il a fait une première saison qui était catastrophique. Après un ou deux premiers matchs qui étaient corrects, mais puis derrière, c'était parti en sucette après ce double penalty raté face à Nice. L'année dernière, les débuts étaient plutôt corrects, et puis il y a eu cette blessure très mal gérée, où on le fait revenir, où finalement, on décide de l'opérer. Donc au final, tu perds 2 mois sans aucun problème. Donc, au final, quand il revient, il y a déjà plus de Ligue des Champions. Enfin bref, une saison quasiment blanche pour lui. Donc là, voilà, maintenant, on attend qu'il nous fasse une saison pleine, que ça soit notre attaquant numéro 1. Écoute, voilà, là, c'était un bon premier match. Moi, la semaine dernière, je ne l'avais pas trouvé mauvais face à Lille, mais trop esselé. Donc, j'attends de revoir ça, mais voilà, c'est intéressant. Mais bon, 40 millions, hein, de plus que 30 millions. Oui, bon. Ça reste pas mal, mais... On a l'impression qu'il est quand même mieux dans sa tête. Hein. Ça a été remboursé par Singo, c'est bon, tout va bien. Oui. Mais on a l'impression quand même qu'il est mieux dans sa tête, hein. Tu le sens rien que dans ses frappes en fait. La première saison, après l'histoire du double penalty, il forçait en fait, il voulait mettre absolument de la force parce qu'il était en manque de confiance terrible. Et là, tu sens rien que le petit piqué, tu sens que le gars est en confiance, il est bien dans sa tête. Même sur les célébrations, hein, tu regardes les célébrations en 2023-2004, t'as l'impression que ça le fait chier de marquer limite. Je me souviens de celle à Metz où le mec limite boude. Là, tu sens, bon, c'est pas l'effusion de joie, mais tu sens qu'il est quand même content et heureux, quoi. Donc, non, tu sens qu'il est quand même mieux. Ouais, puis surtout, il hésite jamais, quoi. C'est-à-dire, autant c'est vrai qu'on sentait qu'il pouvait forcer, autant là, on sent que voilà, il tente sa chance, mais il arrive souvent à se mettre en bonne position pour le faire. Et il n'hésite pas, il prend sa chance, hein, notamment, je parlais de cette double occasion là qu'il a juste avant l'heure de jeu. Il a... Voilà, tu vois, il met, c'est une reprise de volée pied gauche, tu vois, alors que bon, c'est priori, c'est peut-être pas forcément son meilleur pied, tout ça, mais il tente, il y va quand même, et ça, il frappe fort en plus, donc non, c'est clair qu'il y a clairement quelque chose qui est mieux. Alors après, il faut espérer que les pépins le laissent un peu tranquille, parce que même la préparation, hein, chez lui, elle a été contrariée, mine de rien, entre la cheville où il prend un coup contre le Cercle Bruges, et ensuite contre l'Ajax où il a une gêne à la cuisse. Il a quand même 2 blessures sur la préparation, donc bon, faut qu'il puisse enchaîner. Après, on n'a quand même pas hâte qu'il tire un penalty. Hein. Oui, qu'il laisse à Zakaria et puis qu'il s'en éloigne. À qui il veut, mais à Biret, à Zakaria, à Golovin, à qui il veut, mais pas lui, quoi. Moi, par contre, il m'a rassuré dans le jeu entre le match d'hier et celui de Lille, c'est dans son jeu de haut but, en fait, dans sa faculté à garder les ballons et à faire remonter le bloc. Ce que Mbolo faisait déjà très bien l'année dernière. Et je pensais pas que Balogun était capable de le faire aussi bien qu'il l'a fait là sur les 2 derniers matchs. Donc c'est à poursuivre. Hein.
Mais je trouve intéressant dans sa façon de garder le ballon et de faire remonter le bloc avec lui. Et puis après, en plus, contrairement à Mbolo, lui, il a le coup de rein pour déclencher en profondeur une fois que le bloc est derrière lui, quoi. Mais je On trouve l'a que- vu, hein, il est utile dans les circuits de relance. Mais là où je trouve le intéressant, c'est qu'il s'embarrasse pas, il garde pas le ballon non plus. C'est-à-dire, il a beaucoup joué en une touche en fait sur son jeu en remise. C'est ça qu'il était intéressant parce qu'il a été efficace en plus de ça. Ouais. Bah, dans nos circuits de relance, tu voyais, c'était souvent Thésée qui allait le chercher, ou lui ou Biretz, et après ça remisait vers un Camara ou un Kliouche qui traînait dans le coin et on changeait de jeu. Mais ouais, il est intéressant aussi dans nos circuits de passe de relance. Akluch, messieurs, aussi dans les tops de cette rencontre. Bah, t'es obligé de le mettre dans les tops. C'était même mon top numéro 1 parce que bon, son premier but, il a surtout le mérite d'être là, d'être au bon endroit. Mais c'est vrai que c'est quand même essentiellement le travail de Balogun et puis derrière, le but est vide. Par contre, ouais, il a quand même ce geste parfait sur le but qui nous fait gagner le match et puis même le reste de la rencontre. Voilà, c'est notre meilleur joueur de ce début de saison assez largement, même s'il avait eu un début de match un peu décevant face à Lille avec quelques approximations et puis cette grosse occasion ratée. Mais voilà, c'est un joueur, on est très content de le garder. Il va goûter à l'équipe de France et ça, malgré tout, on va voir comment il va en ressortir parce que est-ce qu'il va jouer, c'est pas évident, on joue qu'il a Ukraine et... Ukraine Ah, et... c'est quoi? C'est l'Islande, non? Peut-être. Bon, je sais qu'on n'a pas une poule extraordinaire, mais bon, voilà. Mais malgré tout, c'est des matchs de qualif, c'est important. Donc, est-ce qu'on va le voir? Je suis même pas sûr. Hein. C'est ça. On a énormément de monde à ce Ukraine-Islande. poste-là. Mais ça peut que lui faire du bien. Voilà, il va quand même passer à 2 semaines, mais 10 jours avec les meilleurs joueurs français, tout simplement. Donc, c'est toujours bien de s'entraîner avec ces mecs-là. Donc, ça peut que lui faire du bien. Mais on sait aussi qu'il y a certains, après l'équipe de France, qui ont un peu du mal à confirmer derrière. Donc, on verra. Mais bon, je lui fais entièrement confiance. Là, il va avoir une carte à jouer quand même parce que Cherki s'est blessé 2 mois. Donc on peut déduire que Cherki, déjà, la sélection d'octobre, il sera pas là. Donc s'il fait 4 bonnes perfs en septembre, octobre. On n'était pas Cherki dans les potentiels titulaires, mais enfin, moi. Avec sa dernière perf contre l'Espagne au mois de juin. Il y a potentiellement, je crois qu'il n'y a pas d'histoire avec Dembélé, avec Doué. Dembélé est blessé aussi. Je sais pas s'il est blessé, il a eu un petit souci aux ischio, mais je sais pas s'il est vraiment blessé, non, je sais pas. On verra. Non, mais peut-être je souhaite d'ailleurs qu'il rentre en jeu, mais titulaire, ça va être compliqué. Ouais, je pense pas, mais c'est certain qu'il aura du temps de jeu en tout cas et qu'il aura la possibilité de faire ses premiers pas, je pense que voilà. Mais ouais, et stat intéressante que j'ai vue sur Akluch, c'est le joueur qui a le plus récupéré le ballon du match. Il en a récupéré 8. Voilà. Donc ça veut dire que même sur ce travail de l'ombre, il a été présent aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est pas forcément ce qu'on voit le plus. Mais voilà, ça a été le meilleur dans ce domaine. Autre top qu'on pouvait mentionner, en tout cas que moi j'avais, c'était Lamine Camara. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Il est mieux là, il monte en puissance par rapport au Havre et Lille. Déjà Lille c'était mieux, le Havre ça avait été moyen, mais ouais effectivement hier, au-delà de sa passe D où il envoie Balogun où il lui met le bon ballon dans le bon tempo, il est utile pareil dans nos circuits de relance où il vient se caler entre Dyer et Maouissa, il l'a fait souvent hier. Il y a juste une fois il nous a fait une petite frayeur. Et non, il va être utile effectivement dans la construction du jeu, quoi. Tu parlais, Alessandro, justement des gardiens. On a parlé surtout de Keun, son entrée, que tu voulais souligner. Mais c'est vrai que le match de Radetzky, si on accepte le premier but, où il est peut-être un peu diminué à ce moment-là, c'est vrai que jusqu'alors, c'était pas le match parfait, mais bon, il avait fait le boulot correctement. Enfin, tout ce qu'il avait à faire, il l'avait bien fait, quoi. Voilà, c'est ça, c'est rassurant. Il prend des risques au pied, mais des risques, j'ai l'impression, calculés. Alors peut-être qu'il va nous en faire une dans 2 mois, mais au bout de 3 minutes, il fait une relance, je sais pas, sur 30 mètres au ras du sol pour Biret. Et celle-là, je pense qu'il y a pas beaucoup qui l'auraient tenté. Et puis après, il fait un bel arrêt aussi sur le corner où Moreira est un peu tout seul. Bon, il s'y reprend 2 fois. Mais effectivement, en fait, le job est fait, quoi. Hein, quand sauf à partir du premier but où effectivement il peut mieux faire, sauf s'il est diminué. Mais non, il était rassurant, je trouve, contrairement à Lille où je l'avais trouvé un peu inquiété dans sa façon d'être rapidement sur les genoux. Là, j'ai trouvé plutôt rassurant dans le match, que ce soit ses relances ou même les petits arrêts qu'il avait à faire, où la com avec ses défenseurs, c'était quand même mieux qu'à Lille.
Est-ce que vous avez d'autres tops dans cette rencontre? Alors, moi, c'est pas un top, mais c'est plutôt un encouragement. C'est Thésée. Parce qu'il avait Moreira quand même sur le côté. Moreira, mine de rien, c'est un client en Ligue 1. Et au final, Moreira, il est quasiment pas passé du match. La seule fois il est Après, passé, il était hors jeu. Ouais, oui. Mais effectivement, après Thésée, il a baissé le pied. Je pense qu'il a couru un peu partout. Et peut-être nulle part à la fois à la fin. Mais non, je trouve encourageant, rassurant par rapport à ce qu'il a montré la saison dernière. Après, c'est juste que tu sens qu'à des fois, les fils peuvent se toucher et qu'ils peuvent faire une cagade. Mais... Donc on est à la limite, mais je trouve ça encourageant. Ouais. Il y a du mieux en tout cas. Surtout par rapport à la saison dernière. On Pas passe de là à au- le mettre en top. Oui, non, peut-être pas, effectivement, mais c'est vrai que c'est un début. Alors, Lille, c'était plus compliqué, mais contre le Havre, c'était assez correct dans l'ensemble aussi. Voilà, on verra, évidemment. On n'a pas parlé de Vanderson, d'ailleurs, hein, quand on a abordé la composition, mais c'est vrai que Vanderson n'était pas sur la feuille de match, puisqu'il était blessé. Il s'est blessé au mollet gauche, donc il va rater la sélection, d'ailleurs. Et donc voilà, on espère que c'est pas trop grave non plus pour lui, quand même. Que ça sera pas un truc. Parce qu'en général, voilà, le mollet, en général, c'est vrai que ça peut être un peu chiant. Donc on verra bien. Donc du coup, on passe au flop, messieurs. Qui veut parler de qui? Trevor. Rome, pardon. Non, moi, je sais que vous avez parlé de Zakaria. Non, mais j'ai plutôt envie de parler de Golovin, parce que je l'aime bien en plus, Golovin. C'est un de ses défenseurs. Mais ouais, là, il n'a pas fait un match terrible, quoi. Il a été un petit peu en dessous, pas trop décisif. Puis voilà, il y a cette grosse situation où il doit prendre sa chance. Tu mènes 2-0 en plus, donc la pression est quand même un peu moins grande. Alors le choix de la passe n'est pas mauvais dans l'absolu, parce que là c'est clair que ça t'offre un but tout fait, mais il doit aussi prendre l'information que le mec se situe devant lui, donc ça va faire hors-jeu. Donc c'est un peu dommage. Et puis voilà, je l'aurais fait sortir un petit peu avant. Donc ouais, c'est un match un petit peu en deçà pour Golovin. Pour moi, il fait partie des joueurs sous la moyenne, quoi. Ouais. C'est pas un 3 ou un, mais c'est un 4. Quoi. Et il a eu 3 quand même, hein, que ce soit dans l'équipe Oni ce matin, mine de rien. Je crois que le gros raté, ce mauvais choix est visiblement pas trop passé. Et aussi, mine de rien, la défense sur le penalty, hein, parce qu'ils sont à deux, ils sont à deux avec Caio Henrique pour essayer de barrer la route à Bakwa, et finalement, alors c'est Caio Henrique qui fait la faute, mais Golovin, il fait plus de la figuration pour le coup qu'une véritable intervention. Donc il y a ça aussi qui est un peu qui s'ajoute à son cas, on va dire. Ouais, sur l'énorme occasion, Biarritz, il a le droit aussi d'attendre et de freiner sa course. Hein. Après, peut-être que Biarritz se dit justement que Golovin est en super bonne position et qu'il va y aller directement tout seul, quoi, tu vois. Peut-être qu'il se dit ça et qu'il continue et qu'il perd un peu l'attention, on va dire, sur son positionnement à ce moment. Enfin, après, encore une fois, c'est vrai que ça se joue pas à grand-chose non plus, hein, dans tous les cas. Non, et puis ça va vite. Mais moi, ce qui m'a gonflé avec Golovin, c'est quand il est sorti en marchant. Ouais. Alors, il a trottiné les 10 derniers mètres, mais on est en train de faire 2-2 à domicile. Ouais. Enfin, il trottine, c'est bon, on est à 85e. Sort, quoi. Ouais. C'est juste ça qui m'a gonflé. C'est vrai que bon, je suis pas forcément jeté avec lui, je l'aime bien aussi, mais sur ce coup-là, ouais, il m'a un peu gonflé. Allez, trottinette, évidemment, on pensera évidemment à Brel Mbolo et sa bromance avec Mika Biret qui nous manquera. On en parlera, on y reviendra dans la gazette. Caio Henrique aussi, Alessandro, je crois que tu voulais aussi pas mal en parler de sa performance, un peu décevant quand même, hein, forcément. Le penalty, bien sûr, en plus. Ça peut paraître dur, mais effectivement, il y a le penalty. Après, il avait un client face à lui en deuxième mi-temps aussi, parce que Bakwa, c'est quand même, ça commence vraiment à s'élever en termes de niveau de jeu. Mais effectivement, il y a le penalty. Bon, sur le premier but, il est un peu loin, mais pour le coup, il vient fermer l'axe, donc c'est pas illogique qu'il soit là. Et puis, il y a le penalty. Juste en petit plus pour lui qui peut le sauver vraiment le flop, c'est effectivement quand il suit sur l'arrêt de Keun, où effectivement, comme disait Rome, s'il est pas là, ça fait 2-3, et puis là, c'est plus la même histoire. Ouais. Donc, et puis offensivement, il a quasiment rien fait, hein, de mémoire. Il met même un centre qui arrive directement dans les bras de Penders en deuxième mi-temps, alors qu'on pousse. Donc ouais, Caio en flop, il nous habitue à mieux, quoi.
Ouais, oui, globalement, je trouve qu'il a pas trop mal tiré les corners, par contre, mais sur ses centres, oui, il a été plutôt imprécis. Il y en a deux, trois. Oui, oui, le deuxième, celui qui arrive dans les bras de Penders, il me revient en tête. Et oui, c'est vrai que c'était très mal joué de sa part. Mais bon, ouais, c'est vrai qu'il y a ça et puis bon, bah, cette action sur le penalty dont on parlait. Euh, mon flop à moi, du coup, c'était Zakaria, qui a été totalement absent des débats. Alors, je pense pas que son transfert avorté, pardon, à Lali joue, mais voilà, ça fait quand même sa deuxième prestation depuis cet épisode qui n'est pas bonne, tout simplement. Et là, on parle d'un joueur qui, comme à Lille, a touché très peu de ballons, il en a touché 39 en tout. Donc clairement, c'est largement insuffisant par rapport aux autres dans l'équipe. Et surtout, à part son bon centre à la 4e minute, globalement, je ne l'ai pas vu faire une seule projection. C'est quasiment Camara qui les faisait toutes au milieu. Défensivement, j'ai pas noté, j'ai pas vu un geste un décisif. On parlait déjà aussi sur le but qui laisse vraiment beaucoup de place. Enfin, il laisse aller le maréchal tout seul. Il vient même pas faire le gêner. Et oui, et surtout pas d'influence, quoi. Pas d'influence dans le jeu de l'équipe. Donc c'est une très grosse déception sur ce match-là, j'ai trouvé Zakaria. Voilà, il était nulle part. Il était nulle part et bon, ça fait la deuxième fois, donc j'espère que qu'il va changer ça, qu'il va corriger ça. Mais voilà. On attend beaucoup plus du capitaine. En flop, j'avais le coaching d'Uther aussi, qui attend encore la 80 ou 75e, non 78, c'est quand on prend le 2-2. Ouais, c'est 78. Alors ok, son banc, t'as pas encore en dessous. Ouais. Ouais, c'est ça, t'as pas encore en dessous Fati, t'as pas Pogba, t'as pas Idumbo qui vient de Séville, mais t'as comme Ikena, Minamino qui sont même des joueurs de rotation, voire plus pour Minamino, tu peux les mettre avant, Minamino il rentre à la 85e. Donc effectivement, moi c'est le coaching d'Uther où je trouve encore un peu trop tardif. Surtout Strasbourg, ils envoient deux cartouches au début de seconde mi-temps, ils changent 2 joueurs, ils en changent 2 à la 60e. Alors ils sont obligés parce qu'ils veulent revenir, mais mine de rien, t'as 4 joueurs frais sur 11, sur 10 même sur 10 joueurs de champ. Et ben on l'a senti dans le dernier quart d'heure, ça s'est senti. Ouais. Ouais. Voilà, je sais pas si vous aviez d'autres joueurs que dont vous vouliez parler. Ou pas, non, voilà. Bon, on a fait le tour. Alors du coup, on va, pour terminer cette émission, on va un petit peu aborder le calendrier de la Ligue des Champions. Alors c'est vrai que nous, quand on a fait l'émission sur le tirage, on avait le résultat de ce tirage, les adversaires de l'AS Monaco pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, mais on n'avait pas encore le calendrier exact. Alors, pas vraiment la même chose que l'année dernière, Rome. Non, parce que l'année dernière, on commençait par ce qui était peut-être le match le plus dur, mais qui était à domicile. Et on sait très bien qu'a priori, les gros, il faut quand même mieux les jouer au tout début. Surtout, c'était un nouveau format. Donc beaucoup de gros, quand même, ont laissé passer des points. Et on se demande si cette année, ça va être pareil. Si les mêmes City, PSG, même Real, vont jouer un petit peu avec le feu. Et au final, vont se rendre compte que, bah oui, c'est bien beau, mais faut quand même prendre des points dès le début, surtout que cette année, ils ont quand même eu, moi ce que je trouvais un petit peu bizarre l'an dernier, mais donné un vrai avantage aux équipes qui finissent dans le top 8, à savoir qu'elles reçoivent, et même les équipes 1 et 2 reçoivent le match retour jusqu'aux demi-finales, alors que l'année dernière, c'était de nouveau tiré au sort, ce qui était complètement, pas tiré au sort, mais c'était pas forcément dans le sens là. Là, au moins, tu as un vrai avantage à finir 1 et 2, et puis même 3 et 4 jusqu'en quart de finale, en tout cas si tu y vas. Donc là, voilà, tu commences par un déplacement à Bruges, qui est peut-être l'équipe qui est, pour moi, hein, l'équipe qui est vraiment de notre niveau. Voilà. Ah. Oui, pour moi, c'est l'équipe qui est le plus de notre niveau. Je trouve qu'il y a 2 équipes qui sont bien en dessous de nous. Le problème, c'est qu'on s'y déplace et que ce n'est pas des déplacements, faciles. Non. Et après, ça, c'est vrai que si on avait pu recevoir ces 2 équipes, ça aurait fait de l'argent au coffre, c'était pas trop mal. Ensuite, tu as Galatasaray qui est aussi potentiellement à mettre dans ce même chapeau d'équipe avec nous
et Bruges, des équipes qui font régulièrement les Coupes d'Europe, mais qui sont quand même pas des foudres de guerre, qui vont rarement très très loin dans ces compétitions. Et puis après, il reste les 4 gros. Et là, je pense que ça va être compliqué. Encore une fois, je le dis, City, ça paraît. Ils n'ont plus la même équipe, hein, on va pas se mentir. C'est que quand tu vois les compos là, du début de saison, alors il y a un très gros milieu de terrain, mais devant, ça fait quand même moins rêver. Ils ont perdu Mahrez, tu viens de le dire, donc du coup, ça voudrait dire qu'il sera certainement pas là face à nous, vu que c'est la deuxième Cherki. City. Cherki, pas Mahrez. Oui. Pardon, ça fait un moment qu'il est parti. Mais oui, non, mais oui. Pourquoi il me parle de Mahrez? Parce que pour moi, Cherki, c'est un peu le nouveau Mahrez, donc c'est pour ça. Mais en plus, même club, du coup. Et ça sera la deuxième journée, et je ne suis pas sûr qu'ils vont vouloir refaire la même erreur. Puis derrière, voilà, Tottenham, et puis tu finis avec ces 2 matchs au Real, et tu reçois la Juve. La Juve, on sait très bien, c'est une équipe qui ne nous réussit jamais. Donc en fait, il faudra, je pense, certainement être déjà qualifié à 2 journées de la fin. Ce qui ne sera pas possible. Bah, si, parce qu'on peut très bien, je pense que tu peux te qualifier à 11 points. L'année dernière, il y avait une équipe dehors à 11, mais encore une fois, je pense que cette année, les gros vont moins faire de conneries. Et je pense que la qualif sera un peu plus basse que l'an dernier. Je vois même 10. On verra, évidemment. On est à l'abri de rien. Mais je pense qu'on peut obtenir ces 10-11 points. Mais par contre, il ne faut pas trop compter, peut-être même 12, mais par contre, il ne faut pas trop compter sur les 2 derniers matchs. Si avant les 2 derniers matchs, tu es à 9, là, ça sera vraiment très très compliqué. Est-ce que on ne gagnera pas à Madrid et la Juve, on se fera enfumer à la 89e sur un pénalistique. Est-ce que vous sentez le scénario scandaleux du dernier match contre la Juve à domicile qui provoque notre élimination? Mais limite, s'il n'arrive pas, c'est surprenant. Ouais. Ça sera l'occasion de faire. C'est pour ça qu'il faut déjà avoir fait le taf. Mais par contre, j'ai envie d'y croire. Mais voilà, en fait, les 3 premiers matchs vont être importants parce que voilà, tu as ces déplacements à Bruges et tu reçois les 2 clubs anglais. Si on sort de ces matchs, ne serait-ce qu'avec 4 points, ça sera pas mal. Mais voilà, c'est loin d'être fait. Et puis après, voilà, il y aura ces 2 déplacements où là, il faut faire le carton plein. Si tu fais pas 6 points dans ces 2 déplacements-là, on sortira pas des poules. Ouais, non, je pense que ça va être compliqué quand même. Alors, pas faux, ça peut aller, mais c'est vrai que Bodo Glimt, j'ai l'impression que c'est une équipe qu'on aurait peut-être tendance à beaucoup sous-estimer. Moi, je nous vois faire un point là-bas. Hein. Tu vas là-bas en Norvège, dans le pôle Nord, sur un synthétique. Tu vois le scénario, on repart avec un point et 2 blessés à la cuisse parce que les mecs ils sont pas habitués au synthétique, etc. Alors, on les joue début novembre, je crois, donc il fera pas. Bon, il va cailler, mais peut-être moins que le match du 10 décembre. Il va commencer à faire nuit. Sachant que le match est à 21h en plus, je crois, là-bas. Ouais, je m'attendais à 45. Ouais, je m'attendais pareil, un 18-45. Donc, on a un gros calendrier, mais est-ce qu'il est plus dur que l'an dernier? Ouais, je pense que si, quand même. L'année dernière, t'avais Bologne qui avait jamais joué de Coupe d'Europe, où t'étais quasiment sûr de prendre 3 points. Au final, il prend l'arrache. Ouais. Tu joues à l'Étoile Rouge, tu reçois l'Étoile Rouge, c'était quasiment 3 points aussi, parce que c'était pas chez eux, c'était chez nous. Et après, normalement, tu devais prendre du Dynamo Zagreb si tu tombes pas dans le traquenard de la piscine olympique de Zagreb. Zagreb, pour moi, c'est même catégorie, voire c'est même un peu au-dessus de Pafos et Bodo Glimt. Hein. Ah, Bodo Glimt à domicile, je pense qu'ils ont battu la Roma il y a pas longtemps. Oui, mais demi-finaliste de Ligue Europa, quand même, de rien. On va pas trop jouer à se faire peur non plus, quoi. Enfin... Non, mais je pense que c'est une équipe mais je pense que c'est une équipe qu'on a tôt fait de sous-estimer, en fait, je pense. En se disant, personne les connaît, mais ça sent le match piège, c'est sûr, quoi. Ah, mais ça, par contre, c'est une évidence. De toute façon, c'est... Oui. Mais beaucoup plus qu'un Pafos, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui. Parce que Zagreb, l'an dernier, au final, je crois ils sont pas qualifiés, non. Mais je crois qu'ils finissent avec 11. Ils finissent avec 11 points, non, je crois. C'est pas eux les. Je crois que c'est eux qui se font niquer à 11 points. Donc au final, tu vois, c'était pas une si petite. Enfin, c'est pas une grosse équipe, mais bon, on peut pas me vendre Glimt et puis surtout que maintenant on sait ce qui s'est passé contre Zagreb et contre l'Étoile Rouge. Pour moi, c'est du même standing. La différence, c'est qu'on les reçoit pas. Mais quand tu vois que l'année dernière, on prend l'Inter, Arsenal, Barcelone, que ces 3 clubs sont allés en demi-finale.
Alors oui, c'est peut-être un peu. Tu te dis que City, Real, ça a plus de gueule sur les dernières saisons, il n'y a même pas de débat. Et le Real, je pense qu'ils se sont reconstruits une grosse équipe. Et puis ça sera chez eux. Mais on prenait Villa, qui était l'équipe à surtout pas prendre du chapeau 4, on les prend. Enfin. Maintenant qu'on sait ce qui s'est passé, évidemment. Après, on les prenait à domicile aussi, Villa, ce qui était un avantage. Oui, comme là, oui, non, mais c'est pour ça. Pour moi, c'est du même niveau que l'an dernier. Et je pense d'ailleurs qu'on finira avec à peu près le même nombre de points, c'est-à-dire une douzaine, quoi. Et dans le pire des cas, on ne sort pas des poules, mais je ne pense pas non plus que ça sera une catastrophe. Je ne vois pas vraiment ridicule, genre un truc avec 5 points ou moins. Ouais, comme Nice en Ligue Europa. Ouais, ou comme Marseille dans quelques semaines. Mais par contre, oui, il ne faut pas non plus rêver. On ne sera pas top 8, ça c'est sûr. Et certains, mais ouais, on sera entre 10 et 13 points. Et 10, ça peut en manquer un peu. 13, par contre, 13, c'est ce qu'on fait l'an dernier, je crois. Voilà. Et en espérant pas prendre la Juve en 8e. Là, tu le sens, le truc, c'est ça. C'est que ça va être comme Benfica l'an dernier. Ça va être un match de merde en poule et on va les reprendre en 8e. En 16e en plus. Parce que c'est possible. 16e, oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a des 16e. Non, je pense qu'on reprend Benfica si on passe. Oui, maintenant qu'ils ont pu. D'ailleurs, oui, vous ne l'avez pas dit pendant l'émission tirage, parce qu'on retrouve Tchouaméni, on retrouve Mbappé, ok, mais on retrouve aussi Carreras. Putain de latéral. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on est. C'est quand même des moins bons souvenirs que Mbappé et Tchouaméni, même si. On n'y avait pas pensé à lui. Bodo, l'idéal, ça aurait été de les taper au mois de janvier, parce que de mémoire, je crois que le championnat norvégien, ça doit être février à novembre. Donc tu les tapes début janvier, ils n'ont pas encore repris leur championnat. Alors que là, fin novembre, ils vont être dans la fin. En fait, eux, c'est sur une année civile. C'est pas comme nous, de septembre à mai, en gros. Ils s'arrêtent jamais, les mecs, en fait, quoi. Ils ont une trêve, parce que de novembre. Ouais, je crois que c'est ça. LDC en décembre et en janvier. Faudrait leur dire peut-être qu'ils s'arrêtent en cours d'année, parce que c'est bizarre. Ça va regarder, mais de mémoire, c'est une période de vacances, quoi. Même Paris, ils ont réussi à mettre 10 jours de vacances cette année. J'en ai 30, tu vois, les 30 novembre du championnat norvégien. Parce qu'on parle de vacances, c'est l'occasion de souhaiter une bonne rentrée à tout le monde, du coup. Avant de 1er septembre. d'en conclure cette émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur ce tirage de Ligue des Champions. Après, moi, ce que je disais, c'est... Enfin, je pense que forcément, ce sera aussi à voir avec notre dynamique, ce qu'on sera capable de faire et surtout avec l'effectif, parce que bon, on parlera du mercato, mais on a quand même l'impression aujourd'hui, avec tous les départs, d'avoir une équipe moins forte peut-être que l'an dernier, avec moins de ressources. Voilà. T'as Balogun et puis après t'as les deux énigmes, qui on verra bien s'ils apportent quelque chose. Mais si, je veux juste rajouter un truc qui est quand même pas mal, même si c'est un détail, mais là pour le coup c'est parfait. On joue quand même 8 équipes qu'on n'avait pas joué l'an dernier. Oui. Je l'avais effectivement mentionné pendant l'émission. Ouais. C'est pas ultra important. Si t'en joues une ou deux, c'est pas la fin du monde. Mais c'est vrai que si t'en retapes, on va dire 4, c'est un peu dommage, quoi. Donc là, c'est cool. C'est 8 nouvelles équipes. On se déplace un peu partout en Europe. Il y a 2 Anglais, mais il n'y a pas d'Allemands. Il y a 2 Anglais, mais sinon, tous les pays sont représentés ou presque. C'est quand même assez diversifié. Donc, c'est ça, en fait. Il n'y a juste pas d'Allemands. Pas de Portugais non plus, mais bon, les Portugais, il n'y a pas non plus 150 clubs. Donc, alors, ça, c'est plutôt pas mal. Tout à fait. On va parler des pronos maintenant. Je crois qu'on a... On avait fait des pronos. On a fait fort. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on avait ? On avait Pierre... C'est pour commencer par le meilleur. Pierre qui nous avait mis Birette buteur. C'est dommage, à 50 cm près. C'était bon, ça passait. Rome, tu nous avais mis... Moi aussi, c'est dommage. Un défenseur pour la ligne près. Buteur, tout à fait. Ouais. Eric d'ailleurs qui a vu son coup de tête repoussé par Panicelli. Et moi, pareil, un côté près. Toi, t'as pas souffert. Voilà, c'est vrai que je savais déjà bien avant le match que ce serait mort. J'avais mis Vanderson titulaire. On a appris donc 2 jours avant le forfait du joueur pour
pour cette blessure au mollet. Donc bon, bah voilà, au moins j'ai pas eu à espérer longtemps. Bah du coup, on va essayer 0 sur 3. un beau 0 sur 3. On va essayer de faire mieux. Prochain match, donc c'est Auxerre Monaco, pardon. Donc on va jouer. Alors oui, c'est tombé aujourd'hui d'ailleurs. On va jouer samedi soir. Ouais, samedi soir à 21h. Ouais. Ah merde, ouais. Bah ouais, parce qu'en plus, bah tu vois, en plus j'envisageais d'y aller parce que je partais du principe que ça allait être le dimanche, vu que. On joue le mercredi en Ligue des Champions. Bah non, on joue le jeudi. Ah oui, on joue le jeudi à Bruges. C'est pour ça, donc je me suis dit on allait être le dimanche, et donc j'envisageais d'y aller. Bah je crois que ça va être râpé. Le samedi 13. Ah ouais. Ça. Bon, ouais. Ouais, et puis en plus je crois que je bosse le soir. Je ne sais pas si c'est pas moi qui bosse sur le match. Enfin bon, je sais plus. Ouais, je vérifie, mais bon. Voilà. Donc tant pis pour moi, mais bon. Alors bon, bah, les pronos. Qu'est-ce que quoique. Moi j'avais envie de mettre Kerr titulaire, mais je sais pas si vous avez trouvé ça trop facile ou pas. Si vous trouvez ça trop facile, je suis prêt à en mettre un autre un peu plus dur. Bah, c'est-à-dire qu'on fait jouer les remplaçants à la Ligue des Champions, pourquoi pas. Là, c'est pour ça. Donc, alors, je vais mettre un plus dur parce que j'ai pas envie que ce soit trop simple. Bon. Je vais dire que la moitié de la défense aura changé entre le match de Strasbourg et le match d'Auxerre. Je parle des 4 défenseurs, hein, parce que le gardien, bien sûr, il va changer, mais je parle des 4. Je sens bien un Kehrer Vanderson s'il est rétabli ou un Kehrer Ouattara. Ouais, Ouattara, effectivement, je le vois bien. Avec un Caillou qui va traîner un petit truc au Brésil là-bas. Salissou qui reprend du service. Et en vrai, je vois bien même un 3 sur 4. Parce que je pense que Vanderson, à mon avis, ça va être un peu juste et il va remettre Thésée. Mais en vrai, je vois bien. Pas lui faire foirer son prono. Non, mais je vois bien un Kehrer Salissou. Je vois bien un Kehrer Salissou Ouattara en vrai. Ouais. Bah, je sais pas si tu le vois bien, je sais pas si ça va être bien, mais tu le vois, toi. Je tiens à dire que je prendrais 0,5 points par mec trouvé. Hein. Moi, je pars sur ça, la moitié de défense qui change. La moitié de défense. Et ben moi, ça va être but de Georges. Très bien. Je me dis qu'il va être titulaire en attaque avec Biret ou Balogun. Ouais. Et il va marquer un but. Très beau but du talon sans faire exprès. Comme le but du Havre contre Nice ce week-end. But d'Ileni Kena, ouais, voilà, c'est ça. Et moi, écoute, je pense que c'est le moment où... Allez, non, prono facile, c'est Fati de retour sur les terrains. Ah oui, il va être dans le groupe normalement déjà. Prono difficile, passe décisive de Fati. Non, tu fais le prono que tu veux. Hein. C'est un problème entre toi et ta conscience. Quoi. Oh, il n'y a pas de conscience dans ces cas-là. Mais c'est quoi ton... Non, par contre, je veux un prono officiel. C'est quoi ton prono? En vrai, déjà, s'il joue, c'est pas mal. Hein. Ben, ouais, si on mène, il va rentrer, mais s'il y a un, je suis pas sûr qu'il rentre, par exemple. Ouais. Allez, du coup, je vais rester sur un simple. Fati joue son premier match avec Monaco. Oui. Voilà. Ok. Je pense que... À voir si on met le maillot bleu pour la première fois de la saison. Bah, je pense, oui, parce que là... Les Auxerre sont blanc-bleu, mais plus blanc. Le rouge et blanc, ça passera pas, et le jaune... Le jaune, il fait clair. Donc je pense que clairement, on va être sur du bleu foncé pour avoir un vrai contraste de couleur. Ouais. Ok. Voilà, bon, voilà. Et puis après, ça sera la LDC, d'ailleurs, on le rappelle, hein, jeudi. Ça, c'est quand même... Oui. Bah, ouais, comme l'année dernière. C'est comme ça. Ah, c'est pas un jour de LDC, quoi, le jeudi. Quoi. Ah, bah non, c'est un jour de Ligue Europa, d'accord. Ils font ça que pour la J1 et pour la J8. Non, la J8, c'est bourrin, tout est le même soir. C'est ça. Oui, c'est ça. La J8, c'est... Ouais, ce sera le 28. Ouais. La J8, c'est le soir où... C'est le multiplex de zinzin. Où tu sais pas... C'est le multiplex où tu peux passer de 9 à 18 en 10 secondes. C'est ça. Ah bah, je crois que oui, on avait bien... on avait bien serré, quand même. Ah bah on n'avait pas souffert en J8, hein. On perdait 2-0 et carton rouge au bout de 10 minutes. Hein. Donc, oui, non, mais c'est vrai que tu vois, quand tu voyais à chaque fois qu'on reculait un petit peu, à chaque fois un peu plus. Ah oui. Bon, on était déjà qualifiés, hein, mais... Il faudra faire pareil cette année, je le sens. Moi qui vais la semaine de Ligue des Champions, je me suis dit peut-être que si le match est Louis II, je peux faire le jeudi et le dimanche contre Metz, et bah faudra trouver un bar pour regarder Bruges à 18h45.
pour Et le c'est premier vrai que c'est match. 18h45 en plus. Ça aurait pu tomber au Louis II, mais non. Et ouais. Et Voilà. non. Et puis, et juste d'ici là, tu le disais Damien, mais certainement une Gazette Mercato, Oui. donc qui va tomber dans la semaine. Et puis la semaine prochaine, on vous fera le maintenant traditionnel, le 5 ou 6e année maintenant qu'on le fait, comme Mounegou pronostic. Et donc vous aurez certainement un formulaire, comme d'habitude, à répondre, qui devrait tomber dans la semaine. Il faut juste que. Tout à fait. Faut préparer, que je Pat charge, prépare. Patrice de s'en occuper. Puis qu'on Et trouve voilà. des questions, des questions sympas, type est-ce qu'à 18h finira la saison? Est-ce que. Qui nous prend l'équipe de France, là non, celle-là on peut plus. Non, avec Celle-là, on Luche peut à la plus. Coupe du Monde, ou alors combien de Monégasques à la Coupe du Monde aussi. Parce qu'en plus, les éliminatoires sont pas. C'était une bonne idée de Boris, mais comme les éliminatoires sont pas terminés, ça peut être aussi un sujet. C'est pas bête. Ça peut être un Monégasque, prono rigolo. euh, Mais il faudra se mouiller, il c'est faudra nommer les mecs. Hein. Ah, parce que si, pas juste donner un nombre. Ah bah nous oui, mais les auditeurs c'est compliqué parce que sinon tout formulaire il va être compliqué. Hein. Et oui, ok. Bon, allez, en tout cas, on va réfléchir à tout ça. On a tout dit, je crois, sur cette rencontre. Donc maintenant, place à la trêve internationale, en espérant évidemment voir notre petit Marnès faire ses débuts avec l'équipe de France. Nous, on vous donne donc rendez-vous dans la semaine pour la dernière Gazette, pour évoquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Il y a eu forcément pas mal de mouvements dans le sens des départs. Et puis ensuite, on s'occupera avec donc ce club Mounegou pronostic de la saison. Donc on vous dit rendez-vous à très vite. Et puis on vous souhaite une bonne soirée. Allez, salut à tous et Daguet Mounegou. Ciao, ciao. Et bisous.